vais tenter d'être rapide et je vous prie de m'excuser pour les risques liés à l'élocution, à la rapidité de l'élocution. Il y a parfois peut-être des mots qui vont un peu accrocher. J'essaye de tenir le format qui m'a été fourni. Donc la crise groenlandaise, ou comment finalement l'expérience de gestion de crise par le Groenland invite à repenser complètement les stratégies globales de développement, invite à repenser surtout la question de la résilience, de l'ultime secours, la gestion de l'eau aussi, vous allez le voir, et des déchets, et offre, je crois, des leçons assez vertigineuses pour des scénarios alternatifs dans le cadre d'une adaptation disruptive à laquelle nous devons travailler, puisque cette crise groenlandaise s'inscrit dans une crise beaucoup plus globale et beaucoup plus systémique qui est notre crise actuelle. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de cette crise groenlandaise, je voudrais juste faire un point de vocabulaire, parce qu'on parle depuis tout à l'heure d'événements violents, d'événements extrêmes, mais finalement, de quoi parle-t-on quand on parle d'événements extrêmes ? Qu'est-ce qui fonde ce que les Anglais appellent, donc je sais qu'il y avait eu un mot anglais tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fonde finalement l'extremality d'un événement ? Il n'y a pas de traduction correcte de ce mot en français, donc je propose ce néologisme que je vais utiliser à plusieurs reprises maintenant, l'extrémalité d'un événement. Donc ce qui fonde, définition, l'extrémalité d'un événement, à part le fait que c'est un caractère extrême, évidemment, l'extrémalité, c'est l'éloignement de la valeur d'une variable par rapport à sa valeur moyenne. Et il est clair qu'on voit bien que dans cette définition, il n'y a pas de question de temporalité. On peut être dans une temporalité courte, comme ce qui vient de se passer, comme Irma, comme on peut être dans une temporalité longue. Et il se trouve que notre changement climatique actuel propose une temporalité longue, puisque d'après les courbes, par exemple, des températures qui sont prévues par le dernier rapport du GIEC, on voit qu'on a une évolution des températures qui présente un caractère extrême parce qu'on est dans l'éloignement d'une valeur par rapport à l'ensemble des valeurs observées sur 1000 ans et même sur l'ensemble de l'Holocène, puisque le GIEC annonce en l'espace d'un siècle, dans son scénario le plus pessimiste, il est vrai, une augmentation de plus 4,8 degrés en 2100 de la température, ce qui évidemment est une rupture par rapport aux températures observées depuis 1000 ans et même depuis le début de l'Holocène. 4,8 degrés, c'est une moyenne à l'échelle du globe, ce qui voudrait dire sur les continents parfois plus 10 degrés, et ce qui créerait des vagues de chaleur, comme des études l'ont montré l'année dernière, des vagues de chaleur importantes qui pourraient atteindre 55 degrés en France. De nombreux articles de journaux se sont saisis évidemment de cette information et ont titré de manière catastrophique sur ces vagues de chaleur et les conséquences que ça pourrait avoir. Je pense à des journaux même de la presse nationale qui ont titré sur les risques pour 30% de la population mondiale de mourir de chaud. Alors bien sûr, ça a des conséquences en termes de démographie, ces crises extrêmes qui sont sur le temps long en termes de démographie, puis bien sûr en termes de modification des écosystèmes. Je vais pas, c'est pas du tout l'objet de ma communication, mais il est clair que les écosystèmes sont modifiés à la fois par l'augmentation des températures, bien sûr, et aussi autres facteurs, mais tout cela est dans des boucles de rétroaction et modifié aussi par, bien sûr, l'anthropisation rapide du monde. Ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas développer. Juste peut-être prendre un exemple, si je dois en prendre un, c'est la disparition rapide des insectes pollinisateurs liés à l'utilisation des pesticides, puisqu'il y a une étude qui vient de sortir en Allemagne il y a quelques mois qui annonce la fin, enfin en tous les cas 80% d'insectes pollinisateurs en moins de 30 ans qui auraient disparu. Dont des papillons. Celui-ci, d'ailleurs, c'est l'argus bleu qui aurait disparu. Mais bon, ce n'est pas le seul. On pense aussi que l'aurore va disparaître, de même que la vanesse des chardons. Donc, bon, je n'ai pas le temps de tous les citer, il y en a beaucoup, mais c'est quand même une variété de nos campagnes qui disparaît. Robert le Diable aussi va disparaître. De même que citron ne devrait pas rester longtemps. Flambé ne restera pas non plus. Grand porte-queue, je ne donne pas les noms latins parce que les noms communs sont plus agréables. Et puis petite tortue aussi qui disparaîtra. Alors évidemment, ces insectes pollinisateurs, s'ils disparaissent, eh bien c'est toute la pollinisation qui disparaît aussi. La pollinisation étant le fait que le pollen passe d'une fleur à une autre fleur et permet... Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, c'est un sujet en soi. Enfin, de l'étamine d'une fleur, plus exactement.
toute façon j'ai un schéma, de l'étamine d'une fleur au pistil d'une autre fleur, et cette pollinisation eh bien, permet évidemment la fécondation de l'ovule, et si c'est la fécondation de l'ovule, eh bien, ça permet l'émergence du fruit. Et donc si les insectes pollinisateurs disparaissent, et d'ailleurs si on fait une règle de 3, on arrive à 100% des insectes pollinisateurs qui auraient disparu en 2025, et donc si 100% des insectes pollinisateurs disparaissent en 2025, eh bien, c'est tous les fruits qui disparaissent, et c'est en particulier les tomates. Il n'y aura plus de tomates. Les tomates qui disparaissent, c'est les carottes qui disparaissent, c'est la courge aussi qui a besoin de pollinisateurs, c'est l'oignon qui disparaît, c'est toutes nos soupes traditionnelles qui disparaissent. De même, parmi les fruits, les cerises disparaissent, les pommes disparaissent, le café disparaît, le cacao disparaît. Finalement, c'est l'ensemble du végétal qui constitue notre propre culture en tant qu'espèce qui disparaît, et pas seulement le végétal, l'ensemble de la sphère du vivant, puisque les scientifiques aujourd'hui nous alertent, et voilà, je ne vais pas détailler parce que tout le monde le sait, nous sommes rentrés dans la 6e extinction massive de la biodiversité et du vivant, qui est tellement grave qu'il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, un cri d'alarme a été lancé par 15 000 scientifiques, un peu plus de 15 000 scientifiques sur l'état de la planète, et j'ai relevé dans ce texte, comme dans d'autres articles qui ont été publiés par ces scientifiques, et ça rejoint d'ailleurs les dernières conclusions du rapport du GIEC, ces phrases « Nous sommes face à une catastrophe écologique imminente. Les êtres humains et le monde naturel sont sur une trajectoire de collision. Nous allons droit dans le mur. Le sort de notre civilisation est engagé. » Donc, conclusion numéro 1 de cette communication, notre civilisation va bientôt s'effondrer. Ça a l'air dramatique et pessimiste, mais c'est juste un constat lucide qui se construit à partir des rapports des scientifiques. L'utopie aujourd'hui n'est pas de croire que nous allons vers la catastrophe, l'utopie aujourd'hui est de croire que ça peut continuer comme c'est aujourd'hui. Donc c'est un constat dramatique, et en même temps c'est pas si grave que ça, parce que ça nous permettra peut-être de nous réinventer en tant qu'espèce dans un autre système de développement qui sera plus cohérent avec notre planète. Et puis accessoirement, ça permettra aussi, ça c'est l'anecdote, ça permettra aussi de répondre à cette énigme-là qui est la nôtre depuis 18 000 ans. Je pense à cette énigme du puits, qui est ce magnifique dessin que les hommes préhistoriques il y a 18 000 ans ont. C'est ça, l'énigme du puits, je l'ai ici. C'est cette peinture-là qui a suscité énormément d'écrits depuis. Donc c'est une peinture qui est pour ceux qui la connaissent, qui est dans la grotte de Lascaux. Donc Lascaux, dans le sud-ouest de la France, qui est la grande grotte de l'art, je ne vais pas développer parce que je n'ai pas le temps, de l'art paléolithique. La grotte de Lascaux qui a été découverte assez récemment, finalement, que si on compare l'existence de cette grotte par rapport à l'actualité de sa découverte, parce qu'elle a été découverte en 1940, finalement, par quatre jeunes hommes qui se promenaient dans un champ, et ils l'ont découvert complètement par hasard. C'était Marcel Ravida, Jean Clausel, Maurice Kerroy et Louis Perrier. Mais en fait, je les cite rapidement parce que je ne veux pas du tout développer sur cette question. C'est pas eux qui l'ont trouvé, c'est leur chien. C'est leur chien qui courait après un lapin blanc. Le chien, il s'appelait Robot. J'ai une photo du chien, il est là. Il s'appelle Robot et il essayait d'attraper. C'est un bâtard entre terrier et terrier à poil roux, on va dire, et un setter. Et donc il a trouvé le trou, et en trouvant le trou, ils ont trouvé la grotte de Lascaux. Ils ont trouvé la grotte de Lascaux, et dont cette énigme du puits, qui est donc un dessin qui est assez inaccessible, derrière la grande salle. Et ce dessin qu'on a longtemps, souvent l'interprétation, on n'a pas su quoi dire. On voyait que le bison, on a pensé pendant longtemps, il y a de très nombreux écrits là-dessus, dans les revues de paléo, sur l'art paléolithique, on pensait que c'était les testicules du bison qui était énorme, et en fait on s'est aperçu que l'autre lecture qu'on peut faire, c'est qu'en fait il est blessé, ce sont ses entrailles qui sortent. Il est blessé par quoi ? Par ce trait qu'on voit, c'est-à-dire par cette sagaie que l'homme qui est à sa gauche vient de lui mettre dans le ventre. Donc il est blessé, donc l'animal est blessé, donc on pourrait en faire la lecture, comme quoi la nature serait blessée par qui ? Par l'homme qui finalement, la nature se venge. En tous les cas, l'homme finit par périr de la blessure qu'il est en train de faire à la nature. Il tombe, et ça donne une lecture assez nouvelle et extraordinaire à ce qui nous a souvent questionné, ce qui questionne les préhistoriens depuis des années, c'est-à-dire ce phallus dressé, ce sexe qu'on voit ici. Je vais faire un gros plan, voilà.
et qui ferait penser qu'évidemment, c'est toute la domination de l'homme qui est ainsi, la domination de l'homme sur la nature, c'est-à-dire que l'homme, la nature se venge. Enfin, en tous les cas, il a créé un mal, et ce mal finit par le faire s'effondrer lui-même. Hein. Alors, quand on parle d'effondrement, il y a toujours 4 questions qui viennent tout de suite. C'est pourquoi, comment, quand et que faire. Et je vais surtout m'intéresser au que faire ici. Donc je vais évacuer très vite le pourquoi, puisque je viens de le dire. Hein, pourquoi voilà. Comment, je vais juste dire 2 mots, parce qu'on est très en retard. Ça peut commencer par n'importe où. Ça peut être une crise financière d'abord, ou une crise économique, ou une crise des écosystèmes. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ça va être rapide. Pourquoi ça va être rapide? Ça, c'est le fameux, je ne développe pas, c'est la fameuse falaise de Sénèque. C'est un effet très connu. Sénèque, donc Sénèque, l'auteur, hein, Sénèque, hein, le contemporain de Néron et de Caligula. Hein. J'ai une image, hein, voilà. Sénèque qui a écrit, très connu pour ses pièces de théâtre, surtout parce qu'il a écrit Médée. Médée, avec une très belle phrase dans Médée, qui est ici, qui est celle-ci. C'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien. Hein. Je trouve qu'il illustre parfaitement le propos. Et puis donc Sénèque, il a écrit les lettres à Lucilius, et dans ces lettres à Lucilius, il y a toute sa pensée philosophique, et notamment cette lettre, cette phrase: « La croissance se fait lentement, mais le chemin de la ruine est rapide ». C'est ça l'effet Sénèque, la falaise de Sénèque. Graphiquement, ça peut se traduire de cette manière-là, c'est-à-dire que la croissance est lente, mais la crise et la rupture est rapide, et donc conclusion numéro 2 de cette communication, ce sera rapide. Troisième question qu'à chaque fois l'effondrement pose, quand ? Quand ? Je vais pas c'est en général une question qui est très très souvent attendue, débattue. Je n'ai pas le temps de développer, donc je vais aller très vite. Quand, on le sait, on en a plus ou moins des estimations, on a un outil pour l'estimer, c'est le fameux rapport qui est très connu, qui est le rapport Meadows du Club de Rome en 1972, ce sont une équipe donc, de chercheurs qui ont, je le rappelle très 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 vite fait, qui ont essayé de systématiser toutes les données que nous avions sur le globe terrestre, population, croissance, pollution, etc. Ça donne un schéma assez complexe avec des courbes, avec des boucles de rétroaction. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de chacune des boucles, mais ils ont mis ça dans le modèle s'appelle Word 3, ils ont mis ça dans un ordinateur, ça a créé des courbes, et voici les courbes de ce modèle donc du Club de Rome. Ils partent de 1970, ils remarquent qu'il y a eu déjà des évolutions avec les chiffres qui étaient disponibles à ce moment-là en 1970. Ils font des projections, il s'avère que ces projections sur l'évolution de ces courbes entre 70 et 2000, voici les projections en pointillés, et voici l'observation réelle confirmée, parce que maintenant on a du recul sur ce modèle. Et puis voici la fin de leur modèle. On voit bien qu'il y a l'effet Sénèque qui arrive très vite, l'effet Sénèque qui est prévu entre 2010 et 2030, donc c'est pour bientôt, on est dedans. Donc, 4e question, que faire ? Et je vais maintenant, parce qu'évidemment, quand nous sommes confrontés à un effondrement rapide, il faut peut-être regarder les autres civilisations, comment, toutes celles en tous les cas qui ont été face à une tentative, face à un effondrement, quelles réponses elles ont apportées, comment elles ont réussi à trouver des solutions, quelle résilience, quelle action elles ont mis en œuvre dans l'ultime secours. Et c'est pour cela que je vais m'intéresser maintenant à l'une des crises les plus originales et à une des réponses les plus originales que le passé nous ait léguées, parce que je pense qu'on pourrait s'inspirer des réponses qu'ils ont trouvées. Donc cette crise, c'est la crise groenlandaise. Cette crise groenlandaise, donc le Groenland, on est ici. C'est une crise qui démarre donc très rapidement du contexte. Nous sommes en 980, donc aux alentours de l'an 1000. Il y a un homme qui vient conquérir ce territoire qui est vide à ce moment-là. Il s'appelle Éric le Rouge. Voici une gravure d'Éric le Rouge. C'est un chef viking. Il arrive au Groenland en 980. Il fait partie des grandes vagues d'émigration viking qui lui permettent. Il part d'Islande, c'est les grandes migrations vikings qui nous ont affectés, nous, Européens aussi, mais il y a eu des migrations vers l'ouest comme ceci. Donc lui, il part d'Islande avec 5000 personnes avec lui sur des bateaux, sur des dracars, pour aller s'installer, s'implanter au Groenland. Ce n'est pas un choix, il ne désire pas du tout le faire. Il est banni, il est obligé de le faire. Il est banni parce qu'il a tué, il a commis plusieurs assassinats, et c'est la réponse, c'est sa peine. Il avait déjà été banni 3 ans, il avait dû déjà y aller pendant 3 ans, il a vu que c'était rude, puis il est revenu, puis là il a encore tué, et donc il a été banni définitivement.
Et donc, il est parti définitivement, et pour inciter, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas partir tout seul, parce que s'il partait tout seul, il n'avait aucune chance de s'en sortir, parce que le territoire est très rude, pour inciter des hommes et des femmes à venir avec lui pour s'implanter sur ce territoire, eh bien c'est peut-être pour ça, c'est aujourd'hui les historiens ils sont assez d'accord sur cette question-là, c'est peut-être pour ça qu'il a donné comme nom, parce que c'est lui qui a baptisé le Groenland, hein, qui lui a donné ce nom-là, hein, Groenland, hein, qui veut dire Groenland, Greenland, hein, terre verte. Alors que c'est pas vert du tout, hein, c'est une calotte de glace, hein, le Groenland. Mais peut-être qu'il a, voilà, c'était peut-être le premier exemple de publicité mensongère qui a été donné, mais pour donner envie aux gens de venir. Et d'ailleurs, c'est un argument qui est souvent utilisé par les climato-sceptiques qui disent, juste 2 secondes, parce que je sais que j'ai pas le temps, les climato-sceptiques qui disent que non, précisément, s'il a baptisé le Groenland de terre verte, c'est que c'était vert. Et donc, si c'était vert, parce que pourquoi Éric le Rouge aurait-il menti? Et donc, si c'était vert, ça voulait dire qu'il faisait beaucoup plus chaud au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Et donc, s'il faisait beaucoup plus chaud, il faut suivre le raisonnement, mais s'il faisait beaucoup plus chaud, parce que les Vikings n'émettaient pas de dioxyde de carbone, ils n'avaient pas de combustion fossile, hein, pas de pétrole, pas de gaz, etc. Donc, s'il faisait beaucoup plus chaud, c'était une variation naturelle du climat, qui était capable de créer du réchauffement. Et on voit que ça questionne évidemment les variations anthropiques actuelles. C'est que s'il y a des variations naturelles au Moyen-Âge qui sont suffisamment fortes pour créer un changement climatique important, pourquoi on donnerait autant de cas aux variations climatiques qui pourraient être finalement peu importantes par rapport aux variations naturelles? Donc on voit que c'est vertigineux comme questionnement. Hein. Enfin bon. On peut répondre très facilement à cette critique climato-sceptique. On peut répondre très facilement, c'est qu'on a fait des calculs. Si le Groenland avait été vert, c'est simple, la calotte de glace, elle n'aurait pas été là. Et si elle n'avait pas été là, on a fait des calculs. On sait que le niveau marin mondial aurait été plus élevé de 7 mètres partout dans le monde. Et ben ça, un niveau marin mondial plus élevé de 7 mètres partout dans le monde, vers l'an 1000, on n'en a aucune preuve. Zéro. On a même des contre-exemples. Moi, j'en ai un que je connais bien de contre-exemple, c'est l'île de Saint en Bretagne. C'est une petite île que je connais bien. Elle a une hauteur de 6 mètres. Donc, j'ai un schéma, une hauteur de 6 mètres. Et donc si le Groenland avait fondu, elle aurait été sous l'eau. Hein, voilà, elle aurait été comme ça. Hein, voilà. Et bien ça, c'est pas possible. Vous savez pourquoi c'est pas possible? Parce que sur cette île, il y a une petite chapelle, qui est la chapelle Saint-Corentin. Voilà. Alors, c'est pas un bon exemple, parce qu'elle a été construite au XVIIIe siècle, hein, cette chapelle. Mais c'est pas un très bon exemple, je l'accorde. Mais elle a été construite sur les fondations d'un ermitage qui vient du XIIe siècle. Donc s'il y avait un ermitage ici au XIIe siècle, c'est que forcément l'île était émergée. Hein, parce que ça n'a pas de sens de construire un ermitage sous l'eau. Hein, ça n'a aucun sens. Et en plus, techniquement, c'est totalement impossible. Hein. Donc forcément, l'île était émergée. Et donc si l'île était émergée, eh bien le Groenland n'avait pas fondu. Donc le Groenland était bien blanc. Et si Éric le Rouge l'a appelé terre verte, c'est parce qu'il a menti, tout simplement. Hein. Donc j'ai fait une réponse aux climato-sceptiques. Et puis par ailleurs, il y avait quand même un peu de vert au Groenland, tout simplement parce que les Groenlandais, ils ne sont pas allés au centre du Groenland, les Vikings, ils sont allés sur les littoraux. Et les littoraux, ils étaient verts, on le sait, on en a la preuve, on a même des ruines vikings, comme cette église. Ils se sont installés sur des territoires verts, bien sûr, les Vikings. Hein. Voilà, ça, c'était l'église d'Éric le Rouge. Ils n'ont pas fait que ça. Ils ont construit des cathédrales, ils ont fait de l'agriculture, ils ont fait de l'élevage, ils ont animé un commerce international important, ils ont écrit des textes, ils se sont développés en tant que civilisation pendant plus de 450 ans. Et ils ont disparu subitement en 1430, sans qu'on sache exactement ce qui s'est passé, avec aucun survivant. C'est-à-dire qu'ils ont duré, c'est une civilisation brillante qui a duré plus longtemps, je le fais remarquer parce que c'est important, a duré plus longtemps que l'actuelle existence des États-Unis, et d'un seul coup, cette civilisation disparaît. Alors évidemment, c'est intriguant. Pourquoi elle disparaît? Alors on a tout un faisceau, et comment on pourrait expliquer ceci aujourd'hui? Alors on a tout un faisceau d'explications. Il y en a 5 qui sont prioritaires, enfin qui sont dominantes, mais je ne vais m'intéresser qu'à 3 qui sont qui posent le plus de questions aujourd'hui. Première raison, le changement climatique. C'est-à-dire qu'il aurait fait beaucoup plus froid à un moment donné. C'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Donc on le voit très bien sur cette courbe qui a été publiée dans le 3e rapport du GIEC. Pardon. Vous voyez que là, vous avez une courbe, et vous voyez qu'au moment où les Vikings disparaissent, en 1430 ici, eh bien en effet, c'est le début du petit âge glaciaire. Ça, c'est la courbe très connue qui s'appelle la courbe de Michael Mann, qu'on appelle aussi la courbe en forme de crosse de hockey. Voilà. Parce que ça ressemble à j'ai un schéma, ça ressemble à une crosse de hockey. Hein. Voilà.
qui est au cœur du débat dans la polémique entre les climato-sceptiques et l'ensemble de la communauté scientifique. Et on voit bien donc qu'il y a une diminution des températures. Hein. En tous les cas, ce n'est pas la même chose que la moyenne des températures au Moyen-Âge vers l'optimum climatique médiéval. Alors, est-ce que cet argument du changement climatique permet d'expliquer l'effondrement d'une civilisation? C'est ça la vraie question. Eh bien non, ce n'est pas possible. On ne peut pas l'expliquer comme ceci. Pourquoi? Bon, c'est simple, on a un contre-exemple. Il y a des Inuits au Groenland. Il y avait des Inuits au même moment que les Vikings. Et les Inuits n'ont pas disparu. Ils sont toujours là. Donc si les Inuits ont résisté et pas les Vikings, ce n'est pas lié au changement climatique parce qu'ils ont été de la même manière affectés par le changement climatique. Donc à la limite, on peut faire une conclusion, mais qui est totalement hypothétique. Ce serait celle-ci. Les Vikings seraient peut-être plus frileux que les Inuits. Mais on voit bien que ce n'est pas très très sérieux comme conclusion. Donc deuxième cause peut-être, à cause de la mondialisation et d'une très mauvaise gestion de leurs déchets. Pourquoi? Alors, la mondialisation, c'est peut-être le terme est un petit peu fort, mais il se trouve que les Vikings entretenaient des échanges commerciaux avec l'ensemble du monde, enfin pas l'ensemble du monde justement, uniquement la Norvège en fait, tout simplement parce qu'ils voulaient garder contact avec leur culture d'origine. Ils entretenaient aussi des relations avec l'Islande, parce qu'ils avaient besoin aussi de matériaux. Ils se sont mis dans une situation de dépendance. Il n'y avait pas de bois, il n'y avait pas de fer. Ils attendaient du bois, ils attendaient du fer, ils attendaient des objets qui venaient de l'extérieur. Ils étaient dans une forme de dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur. Et puis, ils attendaient aussi des objets pour agrémenter leurs églises. Ils attendaient, on a retrouvé, les archéologues ont retrouvé des robes à la mode de la dernière mode norvégienne, c'est-à-dire que les femmes attendaient des robes pour garder contact avec la culture norvégienne, c'était important. Et donc, il y avait toute une forme de dépendance comme ceci avec de l'extérieur. On attendait les bateaux norvégiens. Et puis les bateaux norvégiens, ils repartaient pas à vide. Donc ils venaient chercher aussi des choses. Et les seules choses que les Vikings pouvaient leur offrir et que les Norvégiens, auxquels ils pouvaient être un peu attachés, c'est de l'ivoire. Et donc ça a obligé les Vikings à aller chasser des morses, alors qu'ils en avaient strictement rien à faire des morses, juste pour récupérer l'ivoire, pour pouvoir alimenter le commerce de retour. Et là, ils ont très mal géré le déchet. C'est-à-dire qu'ils prenaient que l'ivoire, le reste du morse, ils le laissaient, comme ceci. Ils auraient pu utiliser, vous allez le voir tout à l'heure, ils auraient pu utiliser ce qu'ils considéraient comme étant des déchets, ils auraient pu l'utiliser et le valoriser, et ils ne seraient peut-être pas disparus en tant que civilisation. Avec le petit âge glaciaire, eh bien, ce commerce s'est arrêté, les bateaux ne venaient plus. Et dans les 2 derniers siècles, il y a eu 3 bateaux, à peu près tous les 70 ans un bateau. Donc évidemment, ça a fragilisé peut-être la civilisation viking. Donc 4e conclusion, acheter des robes à l'étranger fragilise les civilisations. 3e, mais les Inuits n'étaient pas dépendants de l'étranger et pourtant ils sont restés. Donc là aussi, c'est à nuancer. Enfin, troisième cause peut-être, à cause d'une empreinte écologique trop forte et d'une très mauvaise gestion de l'eau. Pourquoi une empreinte écologique trop forte? Mais parce qu'ils ont fait le choix, les Vikings, de s'appuyer sur un élevage très important. Un élevage de bovins qui leur permettait d'avoir du lait, du fromage, et puis évidemment du beurre et évidemment de la viande. Or, cet élevage nécessitait l'emploi pratiquement de toute la force humaine, nécessitait la valorisation de l'ensemble des terres au Groenland, parce que ce sont des sols très très fragiles, il y en a très peu en termes de surface qui sont disponibles pour l'élevage, et tout était consacré à cet élevage. Un élevage qui était très déstructurant pour la minceur des sols et la fragilité des sols. Et donc, c'était sans doute pas, quand le petit âge glaciaire s'est installé, ce mode de développement n'était sans doute pas le meilleur, parce que il empêchait les Vikings de penser à d'autres sources alimentaires, à se consacrer à d'autres activités alimentaires. Ils auraient dû, pour rester au Groenland, sans doute, accepter de manger moins de viande, de manger moins de bœuf, d'en finir avec l'élevage, comme d'autres civilisations ont su le faire et ont su rester plus longtemps. Je ne reviendrai peut-être pas sur l'exemple le plus connu, qui est l'exemple de l'île de Tikopia dans le Pacifique, qui est un exemple qui a été décrit par Jared Diamond. Bon, 10 secondes sur cette île. Elle est ici exactement, cette île, Tikopia, et c'est une île toute petite, elle fait 5 km². Et là, il y a une civilisation qui est là depuis 3000 ans. Et ils ont eu le même problème que les Vikings, sauf qu'ils l'ont résolu de manière totalement différente. Eux, ils n'avaient pas de vaches, ils avaient des porcs. Ils se sont aperçus que les porcs détruisaient l'environnement,
qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont détruit les ports. Voilà, ils se sont mis dans une position où on n'est plus dépendant de l'élevage. Ils ont arrêté de vouloir de manger des animaux, tout simplement. Hein. Et puis ils se sont aperçus que leur empreinte écologique était encore trop forte parce qu'il y a eu une croissance démographique. Et puis là, donc là, ils ont commencé à mettre en place une politique démographique particulièrement efficace qui leur a permis de rester à une population qui ne bouge pas de 1200 habitants sur 3000 ans. Politique démographique qui nous serait compliquée aujourd'hui dans nos systèmes démocratiques de mettre en place, tout simplement parce qu'elle est évidemment très liberticide. Hein. Puisqu'ils ont conseillé aux hommes et aux femmes, j'ai fait des petits dessins, de ne pas se marier, hein, et puis, ou en tous les cas de ne pas se marier souvent, et puis si jamais ils se marient, de contrôler vraiment la natalité, donc de contrôler bien sûr le corps de la femme en multipliant les avortements, et puis si jamais il y avait des enfants, de faire en sorte que pas tous les enfants puissent naître, hein, vraiment, et puis s'il y avait vraiment encore trop d'enfants, de faire en sorte qu'ils puissent partir, tenter leur chance ailleurs. Ce qui leur a permis de maintenir leur population. Alors évidemment, l'exemple de Tikopia n'est peut-être pas un exemple fameux, mais quand même, l'idée de partir en mer, les Vikings auraient pu, parce que eux, c'était des marins, les Vikings, donc ils partaient en mer, les Vikings. Et en partant en mer, en allant chercher le morse, quand même, il y a une idée qu'ils auraient pu avoir, c'est que tout autour d'eux, dans l'océan groenlandais, mais ça fourmillait de poissons. Il y avait des morues de toutes parts qui sont des poissons, c'est des eaux très poissonneuses parce que très froides. Les morues sont des poissons qui sont gustativement qui sont excellents et puis qui sont très protéiniques. Ils auraient pu pêcher des poissons. Pourquoi ils n'ont pas pêché des poissons? Les Vikings, pendant 5 siècles, n'ont pas mangé de poissons. C'est une énigme historique. On n'a aucune preuve, aucune arête qu'on a retrouvée dans un dépotoir de maisons groenlandaises. Ils n'ont pas mangé de poissons alors qu'il y en avait partout. Ils sont morts de faim, ils ont mangé les sabots de leurs animaux, ils sont allés jusqu'à manger leurs chiens. On a vu des os de chiens rongés. Ils n'ont pas voulu changer de modèle économique. Partout ailleurs, les Vikings en Norvège, ils pêchaient. Et ici, ils ne pêchent pas. Alors, il y a un historien qui a supposé que peut-être, parce qu'on ne peut pas l'expliquer autrement, hein, que peut-être Éric le Rouge avait fait une indigestion de poissons un jour, et qu'à partir de là, c'est devenu un fait culturel, il y a eu un interdit culinaire, il ne fallait pas manger de poissons. Donc peut-être que tout vient de la faute en est à Éric le Rouge. Hein. Donc conclusion numéro 5, évidemment, manger son chien alors qu'on a plein de morues, c'est pas un bon signe, hein, bien sûr. C'est vraiment l'impossibilité de changer de modèle. C'est comme si on a observé que pendant des siècles et des millénaires, notre modèle économique fonctionne bien et on n'a pas le logiciel qui nous permet d'anticiper la catastrophe et de se dire non, il faudrait changer. C'est le fameux problème, c'est ce qui a été théorisé, hein, c'est le syndrome de la dinde inductiviste, hein, de Bertrand Russell. Juste 30 secondes sur cette dinde, parce que c'est un bel exercice. On ne présente plus Bertrand Russell, hein, mathématicien du début du siècle, philosophe, et qui prend cet exemple d'une dinde qui est dans un entrepôt où il y a de nombreuses dindes qui sont élevées en prévision de Noël. Et puis, cette dinde, elle est statisticienne et elle fait des études. Et tous les matins, elle s'aperçoit, on vient lui donner à manger à 9h10, elle compte le nombre de grains, on vient lui donner à manger à 9h20, elle calcule la température aussi, puis elle voit que toutes les dindes qu'on est bien traitées à cet endroit-là. Et donc, à partir de là, elle fait une logique inductiviste qui lui permet de dire, c'est de la probabilité pure, hein, qui lui permet de dire, elle réunit toutes ses collègues d'Inde le 23 décembre, et elle leur dit à toutes, tout va bien se passer, il n'y a aucune raison, hein, demain matin, ça se passera comme tous les autres matins de l'année, ça se passera très très bien. Et en fait, le lendemain matin, elles seront toutes attrapées et mises dans des données à des cuisines pour fabriquer le repas de Noël. Hein. Donc, la logique inductiviste ne nous permet pas de changer de système. Bon, voilà, pour conclure, il y a quand même une chose qui ne fonctionne pas dans tout ce que je vous ai dit, et qui là ouvre une porte assez impressionnante. C'est où sont les squelettes des Vikings? On n'a retrouvé aucun squelette de Vikings mort au XVe siècle, c'est-à-dire quand la civilisation a disparu. On a retrouvé plein de squelettes de Vikings anciens, mais pourquoi on n'a pas retrouvé de Vikings morts à ce moment-là? Que s'est-il passé? Ils sont où ils auraient dû être conservés dans le permafrost. On ne les retrouve pas. On ne retrouve pas non plus d'objets de valeur. Pardon.
on retrouve... Oui, on ne retrouve pas d'objet de valeur, sauf dans une ferme. Mais sinon, on ne retrouve pas d'objet de valeur. Donc tout laisse à croire qu'il s'est passé quelque chose. Et qu'ils ne sont peut-être pas morts de faim, comme on peut souvent le dire. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Et puis, deux éléments sont assez troublants. Il y a un envoyé de l'évêque de Norvège qui nous a laissé un témoignage comme quoi il aurait vu des brebis près des ruines vikings. S'il y avait des brebis près des ruines vikings, c'est que forcément les vikings ne sont pas morts de faim, parce qu'ils n'auraient pas laissé des brebis vivantes. Hein, ils les auraient mangées avant de mourir de faim. Alors c'est contesté par des historiens qui disent oui, mais ça c'est une preuve écrite, on n'en sait strictement rien, si ça se trouve, parce qu'en plus l'envoyé de l'évêque, il voulait récolter la dîme, donc il venait chercher l'impôt, si ça se trouve les vikings s'étaient cachés, hein, ils étaient encore là, ils n'étaient pas encore morts, ils s'étaient cachés pour que personne ne les voie. Et donc l'évêque, il a cru voir, enfin l'envoyé de l'évêque, il a cru voir des moutons comme ça, mais ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là. Hein. Mais beaucoup plus troublant, on a retrouvé un squelette d'un bouc mort au Groenland. Pas du tout dépecé. Donc le squelette est entier. Donc il n'a pas été mangé. Ce bouc est mort lié à l'effondrement d'un mur qui est tombé sur lui, d'une maison. Si le bouc est mort et qu'il n'a pas été mangé, si les Vikings étaient là, étaient en train de mourir de faim, ils auraient mangé le bouc. C'est logique. Donc s'ils n'ont pas mangé le bouc, et ça c'est une preuve archéologique, c'est pas un texte, hein, on a une preuve archéologique. Et dans cette ferme, par ailleurs, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun objet de valeur. Donc ça veut dire quoi ? Là, ça signe le départ. Ça signe, on est parti, on a laissé le bouc, on ne pouvait pas le prendre, on est parti, on a pris les objets de valeur et on est parti. Hein, donc j'en arrive à la conclusion 6 en passant, c'est que quand un bouc est sous un mur, c'est que le propriétaire est parti. Et alors, ils sont partis, mais alors ils sont partis où ? Parce que le problème, c'est qu'on n'a aucune trace. Ils seraient rentrés en Europe, ils seraient rentrés en Islande, mais on aurait une preuve. Dans les textes, les contemporains à cette époque-là l'auraient écrit. D'ailleurs, on sait qu'il y a deux Groenlandais, deux Vikings qui sont rentrés en Islande, parce qu'on le sait, c'est le dernier mariage qu'on a enregistré dans une église au Groenland, et on a suivi à la trace, enfin, ils sont évoqués dans une autre saga, comme quoi ils seraient rentrés en Islande. Donc pour deux personnes, on sait qu'ils sont rentrés en Islande. Mais s'il y en avait eu plus, ils étaient 5000, s'il y en avait eu plus qui étaient rentrés en Islande, on l'aurait su. On aurait des preuves, on aurait trouvé des preuves territoriales, archéologiques, littéraires. Rien. Alors ils sont où ? Parce qu'on n'a pas les squelettes non plus. Hein. Et il n'y a plus d'objets de valeur. Et ce n'est pas les Inuits qui sont venus, parce que les Inuits, ils étaient pacifiques. Donc la seule possibilité, c'est qu'ils soient partis ailleurs. Et donc où ? Pas en Islande, pas en Europe, puisqu'on l'aurait su. Donc ils sont partis forcément en Amérique. Et aujourd'hui, c'est peu documenté, parce qu'on a très peu de preuves. On a des preuves dans les sagas, des preuves littéraires, donc qui sont partis dans ces trois territoires qui sont mentionnés dans les sagas, qui s'appellent le Markland, l'Eluland et le Vinland. Vinland comme territoire du vin, même si c'est étonnant parce que c'est près de Montréal et qu'il n'y a pas de vigne ici, mais bon. Voilà, bon, c'est peut-être qu'il y avait de la vigne sauvage. On n'a pas de preuves littéraires, vraiment, et on n'a pas de preuves archéologiques. On en a une depuis 40 ans qui existe à Lansomidos, ici, où des archéologues ont découvert la présence, on le sait, c'est le fils d'Éric le Rouge qui était venu ici vers l'an 1000. On croyait que c'était seulement ponctuel, mais peut-être que ça ne l'est pas. Peut-être qu'ils se sont véritablement installés en Amérique 500 ans avant Christophe Colomb. Il y a 2 ans, on a retrouvé une autre preuve d'une présence viking ici. Donc tout porte à croire, et peut-être que les autres preuves, on ne les a pas, parce que les villes contemporaines, les villes modernes, se sont installées pile à l'endroit où il y avait des vikings. Et donc les preuves, on ne les aura jamais. Hein. Mais peut-être qu'ils ont tout simplement conquis un nouveau territoire, ils se sont installés, fondus même peut-être dans la population des Indiens, parce qu'on a aussi une preuve littéraire, comme quoi, une référence littéraire, comme quoi une viking, elle avait peur d'être attaquée par les Indiens, et elle montrait ses seins pour faire peur. Bon, enfin, je ne sais pas s'il faut y prêter attention. Hein. Voilà, donc en tous les cas, conclusion numéro 7, et c'est peut-être la leçon des vikings, si tu ne veux pas changer de mode de vie, alors il te faut partir. Et si on l'applique à nous, ça donne quoi ? Parce que la différence qu'il y a entre les Vikings et nous, c'est qu'entre-temps, il y a eu une croissance démographique importante et qu'on est passé très rapidement de 1 milliard à maintenant plus de 7 milliards. Et que donc, tous les espaces terrestres sont entièrement occupés. Donc si on doit appliquer la leçon que les Vikings nous ont donnée, c'est-à-dire partir, parce qu'on n'est pas capable de changer de mode de vie, alors si on doit partir, dans ce cas-là, forcément, c'est partir de la Terre elle-même, c'est-à-dire partir vers d'autres territoires.
hein. Évidemment, ça nous permet de regarder totalement autrement maintenant toutes les tentatives qui sont faites plus ou moins par nos contemporains, d'essayer d'imaginer ce que pourrait être notre vie autrement ailleurs. Voilà, je vous remercie, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci.